phénoménologie de l'esprit, je pense qu'il est un livre difficile à comprendre. Il a 700 pages et dans ce livre, qui est l'œuvre maîtresse de Hegel, il explique sa pensée. Hegel expose un système philosophique qui a eu une énorme influence et les historiens de la philosophie considèrent que la phénoménologie de l'esprit de Hegel représente les points culminants du courant du XIXe siècle, qu'on appelle l'idéalisme allemand. Son idée centrale est la conviction qui est notre esprit qui crée notre expérience de la réalité. Mais oui, c'est une œuvre difficile et dense. Les mondes comme volonté et représentation, et je pense que ce livre a eu une énorme influence dans la culture occidentale, mais je pense que c'est dommage que personne n'achète son chef-d'œuvre. Ce livre n'est pas toujours facile à lire, mais Schopenhauer est bien plus accessible que Hegel et même que beaucoup de philosophes. Schopenhauer a eu une influence positive. Il utilise un style clair qui permet de dire des choses profondes. La thèse du livre est que du concept suffisent à expliquer la réalité. Ils sont la volonté et la représentation. Ça veut dire que nous sommes incapables d'accéder à l'essence de la réalité. Et ce que nous croyons être la réalité n'est que notre fantasme de la réalité. C'est très intéressant. Manifeste du Parti communiste, et je pense que c'est un livre qui a eu, pour les meilleurs ou pour les pires, une énorme influence dans le monde entier. Le marxisme est devenu l'idéologie d'une moitié du monde. C'est un texte militant. Marx et Engels l'écrivent en 1847 pour donner une base idéologique à la Ligue des communistes, les groupes politiques clandestins qu'ils ont rejoints. C'est un livre court. Le style est plus simple et clair que dans d'autres travaux théoriques de Marx, puisque la finalité du texte est de persuader afin de pousser l'action. Ainsi parlait Zarathustra. Je pense que c'est un livre très intéressant et important. Il a bouleversé la pensée de l'Occident. Il remet en question la vision conventionnelle de l'homme et il invite les lecteurs à la dépasser. C'est un poème philosophique obscur. Sa langue est un peu dense, poétique et prophétique. Les livres invitent à être un individu individualiste, noble, courageux, libre et créateur. Selon Nietzsche, le surhomme doit créer ses propres valeurs. L'existentialisme est un humanisme. Ce livre a la source de la grande mode intellectuelle des Trente Glorieuses, l'existentialisme. En regardant la vidéo, je pense que c'est un livre accessible, parce que c'est plus facile à lire qu'un livre de théorie philosophique, puisque c'est une conférence prononcée en direct. Sartre répond aux critiques adressées à l'époque à l'existentialisme, considéré comme un parfait anti-humanisme. Mais Jean-Paul Sartre fut convaincre du contraire. L'existentialisme, c'est une philosophie qui considère que l'homme et les affaires humaines sont ceux qui a les plus de valeurs et ceux qui a des plus nobles. Et toi, Javier, quel livre de philosophie connais-tu? Salut! Mes livres sont les manuels d'Épictète, la somme théologique de Thomas d'Aquin et les princes de Machiavel. Alors, les princes. Machiavel était un personnage italien de le 30e ou 6e siècle. Il écrit les livres pour un membre de les Médicis. Les Médicis étaient en famille de Florence. Je crois que c'est Lorenzo de Medici. La personne, des personnes
pour laquelle Machiavel écrit les princes, pardon. D'accord. Essentiellement, les livres parlent sur politique et sur les manières de préserver les pouvoirs. Il donnait l'exemple des personnages historiques très importants, comme par exemple Alexandre le Grand, César Borgia, Louis XII, troisième, pardon, deuxième, non, non, pardon, Louis XII. Alors, il donnait des exemples des choses que ces personnages font dans certaines circonstances. Il dit beaucoup de choses, beaucoup d'idées, et généralement, essentiellement, il parle sur les manières de préserver le pouvoir. Mais il y a des idées qui sont intéressantes. Par exemple, l'homme est cynique, cruel, passionné, ambitieux et orgueilleux. Machiavel a une perspective un petit peu mauvaise de l'homme. Autre, le pragmatisme est la meilleure manière d'exercer le pouvoir. Et aussi, le résultat est la seule chose qui compte. Alors, sur la somme théologique de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est autre personnage italien. Il écrit les livres dans ces dernières années de sa vie, dans le troisième siècle, je crois. Il est la figure la plus importante de la scolastique. D'accord? Les scolastiques et les mouvements philosophiques et académiques de l'Église, d'accord? Dans l'époque, d'accord, ces livres c'est produit par les efforts intellectuels de l'époque pour combiner la foi et la raison. La pensée d'Aristote avec la Bible, la philosophie avec la théologie. D'accord? Les livres parlent essentiellement sur Dieu, sur l'homme et la relation et les liens, pardon, de Dieu et l'homme. D'accord? Et l'idée principale, peut se dire, est que l'existence de Dieu n'est pas évidente. D'accord? Mais nous pouvons prendre conscience de Dieu par la raison, d'accord? Et il donnait 5 preuves de l'existence de Dieu, d'accord? Les premières, pardon, il existe un moteur immobile de l'univers, il existe également une cause première, il existe forcément une entité nécessaire en elle-même, il existe forcément un être absolument parfait, absolument parfait, et enfin, l'ordre du monde présuppose une intelligence ordonnatrice. Intelligence ordonnatrice. D'accord. Et voilà les manuels d'Épictète. Alors, Épictète était un esclave romain qui vit dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Il était un personnage très important de la philosophie stoïcienne et dans cette époque, il est très reconnu. Alors, il n'écrit pas ce livre. Le livre est écrit par un de ses disciples qui prend ses paroles, ses enseignements et les écrit dans les manuels. Alors, la philosophie stoïcienne, dans la philosophie stoïcienne, l'idée générale ou l'idée centrale est qu'il y a des choses que nous pouvons contrôler, que nous pouvons changer, que nous pouvons modifier, et il y a des choses que nous ne pouvons pas. D'accord? Et sur les choses que nous ne pouvons pas changer, contrôler, modifier, nous devons accepter. Nous devons accepter la réalité. D'accord? Par exemple, les choses que nous pouvons contrôler, c'est notre désir, notre passion, notre jugement, notre pensée. Mais les choses que nous ne pouvons pas contrôler, c'est les événements, les circonstances et les corps. D'accord? Et il dit aussi que la philosophie n'est pas une science, mais un mode de vie. Et bon, un état d'esprit. L'ataraxie, c'est une idée
c'est une idée centrale dans la philosophie chrétienne. Alors, ce qui trouble les hommes ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Et en général, la philosophie chrétienne enseigne que nous devons contrôler notre pensée, que nous devons être les maîtres de notre pensée, nous devons être les maîtres de nous-mêmes. Ce livre est une référence philosophique importante parce que c'est une des méditations les plus profondes sur les mystères de la vie humaine. Il est aussi considéré comme un des ouvrages les plus éloquents jamais écrits en langue française. En pratique, les pensées sont une compilation de réflexions et de notes de lecture. Après un existence mondaine où il cherchait la gloire par l'exploitation de ses recherches scientifiques, Pascal a préparé une apologie de la religion chrétienne. Comme il est mort à 39 ans sans avoir pu mener à bien ses projets, ce sont les éditeurs qui bouclaient le livre. Le résultat est un peu une traite de spiritualité. Pascal était un scientifique de haut niveau comme Descartes, mais contrairement à lui, il soulignait les limites de la pensée humaine et donc plus particulièrement de la raison. Vous connaissez peut-être sa célèbre formule qui a même pénétré la culture populaire. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Quel est l'essentiel à retenir de la référence? Les pensées contiennent 3 idées importantes pour votre culture générale. La première est le divertissement. Pascal explique que se divertir est une dimension fondamentale, incontournable de l'existence humaine. Les conversations, les jeux, la lecture et mille autres moyens empêchent l'homme de soigner à la faiblesse de son moi. Seul avec lui-même, il vivrait dans une nuit insupportable. La deuxième idée importante est ce qu'on appelle les paris de Pascal, paris qui concernent l'existence de Dieu. Les philosophes avant qu'un homme rationnel a intérêt à croire en Dieu, car s'il a raison, il gagne le paradis et s'il a tort, il ne perd rien, tandis qu'en refusant de croire en Dieu, il risque l'enfer s'il a tort. La troisième idée importante de pensée est la distinction entre ce que Pascal appelle l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Ce sont deux types d'intelligence différents. L'esprit de géométrie, d'une part, qui caractérise plutôt des scientifiques, consiste à découvrir les propriétés communes des choses par des raisonnements éloignés du sens commun. L'esprit de finesse, d'autre part, qui est plutôt celui de l'homme du monde, consiste à bien voir les choses spontanément, sans raisonnement, presque par intuition. L'éthique de Spinoza est le livre le plus important de la philosophie éthique de l'époque moderne, juste avant l'époque des Lumières. Comme le titre l'indique, il s'agit bien d'éthique, c'est-à-dire de la conduite idéale des hommes. Mais l'ouvrage ne se limite pas à cette dimension. Spinoza se livre à une critique impitoyable des conceptions traditionnelles de Dieu, de l'être humain et de l'univers, en particulier de celles qui servent de fondement aux grandes religions organisées et à leurs règles morales et cérémonielles, mais il considère que le message crucial de l'éthique est de nature éthique. En effet, Spinoza a démystifié l'univers parce qu'il veut convaincre les lecteurs de la cohérence entre sa division de la conduite idéale et la réalité de l'existence humaine. Ce n'est qu'une fois que nous savons comment le monde fonctionne vraiment que nous pouvons en déduire comme nous y conduire.
Voilà pour les projets intellectuels du livre. Sur la forme, le livre est particulièrement difficile à lire, en particulier parce qu'il est rédigé comme une traite de maths, avec des listes d'actions, des définitions, etc. Sur le fond, deux idées se détachent. Première idée, Dieu ou la nature, c'est-à-dire l'équivalence entre Dieu et la nature. Le Dieu de Spinoza tranche avec les conceptions monothéistes, ce qui lui a valu pas mal de problèmes au cœur de sa vie. Pour Spinoza, il n'existe dans la réalité qu'une seule substance, infinie et unique, confondue avec le monde. Par conséquent, Dieu est équivalent à la nature même, comme l'exprime l'expression latine Dieu sive nature, Dieu ou la nature. Seconde idée importante de l'éthique, l'éconatu, qui signifie effort en latin. L'idée est que chaque chose qui existe est animée par une force qui la fait persévérer dans son être en poursuivre son propre accroissement. C'est cette force, l'éconatu. Spinoza en déduit que les désirs et les ondes de l'homme. Les désirs n'est donc pas une menace. Ce n'est pas forcément quelque chose qui rabaisse l'homme. Pour autant, l'homme doit se servir de sa raison digne de ne pas devenir l'esclave du connatu. La conclusion de Spinoza est venue réside dans la vie de la raison, pas dans une vie asservie aux passions et aux viandes transitoires que nous recherchons ordinairement, ni dans l'attachement irréfléchi aux superstitions qui passent pour de la religion. Pourquoi ce livre est-il si important? À la fois parce que c'est une référence de la théorie du contrat social et parce qu'il sert à justifier l'octroi d'une puissance exceptionnelle à l'État. Hobbes fait référence au Léviathan, un monstre marin colossal capable d'anéantir le monde, parce qu'il veut que l'État ait les moyens d'entendre l'extrême instabilité de l'État-nature. C'est un livre et un des textes fondateurs de la philosophie politique, au même titre que la République de Platon, auquel Hobbes et compère d'ailleurs sont travaillés. Il faut quand même du courage pour le lire, car c'est un bouquin de plus de 1000 pages. Le Léviathan est divisé en 4 parties, mais l'essentiel à retenir pour votre culture générale est concentré dans la première partie, intitulée « De l'homme ». Ce qui fait du livre une référence importante, c'est que Hobbes invente le mythe de la souveraineté. Je résume ce mythe en une phrase. Les hommes sont reconnus l'autorité d'un souverain absolu pour vivre dans la sécurité, profondément marquée par les guerres intestines qui ensanglantent l'Angleterre de son époque. Hobbes avait une vision pessimiste de la nature humaine. À ses yeux, l'état de nature de l'humanité est, je cite, une guerre de tout contre tout où l'homme est une lutte pour l'homme. Comme sortie de cette impasse. Et toi, Stéphanie, quels sont tes livres de philosophie préférés? Je m'appelle Stéphanie Acuna et je vais parler des livres Éthique à Nicomaque, Lettres à Ménécée et Les Essais. Éthique à Nicomaque. Ce livre parle d'éthique, c'est-à-dire de la conduite idéale des hommes. Sur le fond, il y a dans l'éthique à Nicomaque 2 idées importantes. La conception du bonheur d'Aristote et sa conception de l'amitié. Alors, c'est quoi le bonheur pour Aristote? Il commence par dire ce que le bonheur n'est pas. Il pose tout d'abord que ce ne sont pas les biens extérieurs, comme la richesse ou la gloire, qui rendent l'homme heureux. On confond, dit-il, le bonheur avec le succès
et l'honnêteté. Pour trouver ce que le bonheur est, Aristote tire la nature du bien général à partir de celle d'un bien particulier. Tout comme les biens du médecin, de l'artisan ou du musicien consiste à bien exécuter sa fonction. Les biens de l'homme en général consistent à vivre selon les biens, c'est-à-dire à être vertu. Le bonheur tient trois choses: pratiquer la vertu, avoir le minimum de biens extérieurs et enfin pouvoir compter sur une prospérité durable. Pour Aristote, on ne peut aimer avec pureté que dans la vraie amitié. Mais qu'est-ce que la vraie amitié? Eh bien, déjà, ce n'est ni l'amitié d'intérêt, qui concerne plutôt les vieux, ni l'amitié de plaisir, qui concerne plutôt les jeunes. La véritable amitié se forge avec le temps. La volonté d'être ami peut être rapide, mais l'amitié ne l'est point. Prévient Aristote. Alors, comment définir l'amitié? C'est le lien qui unit deux personnes vertueuses qui chacune estime la vertu de l'autre. Lettre à Ménécée. La lettre à Ménécée est un petit livre. C'est bien une lettre en fait, donc vous pouvez la lire en entier. Sur le fond, la lettre à Ménécée résume la doctrine éthique d'Épicure, le fondateur de l'épicurisme. Première idée, le bonheur passe par les plaisirs. Comme Épicure justifie-t-il, sur le fond, la recherche de plaisir? Eh bien, le plaisir est la finalité naturelle de la vie, car les animaux comme les hommes recherchent naturellement le plaisir et fuient la douleur dès la naissance et sans l'avoir appris. Mais Épicure défend plus précisément la frugalité. En premier lieu, il faut limiter la quantité de plaisir, mais c'est plutôt sur la qualité et l'intensité. En deuxième lieu, il faut étendre les désirs artificiels, comme la quête de la richesse ou des honneurs. Et puis parmi les désirs naturels, il faut étendre ce qui, comme les désirs sexuels et les satisfactions esthétiques, ne sont nécessaires ni la survie au bonheur. Épicure préconise en réalité de calculer le plaisir afin d'obtenir la jouissance modérée et stable qui rend possible une vie sage et heureuse. Seconde idée importante de la lettre à Ménécée, la philosophie et la médecine de l'âme. Épicure recommande d'appliquer ce qu'on appelle le quadruple remède des épicuriens. Ne pas craindre les dieux, ne pas craindre la mort, viser le bonheur et supporter la douleur. L'objectif est atteindre la taritie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, qui ne trouble ni par la crainte ni par le désir. C'est dans l'absence de trouble que réside le vrai plaisir. Les aisés représentent une rupture culturelle en raison de leur prétention à l'universalité. Tous les propos répondent à une seule question fondamentale. Qu'est-ce que l'homme? Qui se connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Le premier élément, la barbarie est une illusion. Le mot barbarie possède une connotation péjorative.
Il sert à qualifier les peuples qui n'appartiennent pas à une culture donnée. Cela présuppose que cette culture pense qu'elle est la seule possédée des mœurs parfaites et morales. Chacun est l'étranger dans la barbarie de l'autre. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Deuxième élément, la vérité est une illusion. Révisant les dogmes et les théories, il voit la même vanité chez les hommes de science les plus réputés et chez les faiseurs de miracles. Il condamne toute science fondée sur des principes fixes. À ses yeux, de tels principes servent bien davantage le prestige de ces savants de profession que la recherche de la vérité. Pour se rapprocher de la vérité, il faut apprendre à penser contre soi-même, c'est-à-dire à pratiquer ce qu'on appelle l'alternance de jugement. Merci. De quel livre allez-vous parler, Moïse? Bien, pour parler du discours de Descartes en tenant compte des idées qu'il avance dans cette œuvre, on peut noter l'importance de sa formation des physiciens, des mathématiciens et des scientifiques. Cependant, il cherche à inclure non seulement ceux qui pourraient être d'accord avec ces domaines, mais aussi des personnes d'autres spécialités, ou plutôt tout citoyen de bon sens. Un point important à cet égard est le fait qu'il a écrit ses livres en français et non en latin, qui était la langue scientifique et académique de cette époque. Il est très intéressant de voir comment il nous présente ce qui, pour lui, constitue différents niveaux de doute et comment, à partir de chacun d'eux, nous pouvons extraire un type différent de réactions ou de comportements. Tous les doutes soulèvent différentes questions, mais les actions à entreprendre pour résoudre chacun d'entre elles pouvant varier en fonction de la situation ou, dans ces cas, du niveau de doute. Tout au long du texte, nous pouvons constater un lien un peu particulier entre la science et la philosophie. La science présente généralement une approche beaucoup plus méthodique, on pourrait dire rigide, fondée sur des données et des expériences. Mais Descartes fait une union de deux domaines dans cette œuvre, manifestant plusieurs idées dont celle d'utiliser la science comme outil principal pour s'effrayer un chemin dans différentes situations et assurer l'efficacité de l'homme. Il parle également de la partie existentielle du doute et de la manière dont notre pensée, où l'acteur de pensée assure l'essentiel de notre vie. C'est le cogito ergo sum, où je pense, donc je suis. Cela peut être interprété de plusieurs façons, mais l'idée la plus directe que nous pouvons en tirer est que chaque être pense et, sur cette base, se développe dans tous les domaines de sa vie. Fondamentalement, un être sans pensée est un être sans vie. Une autre partie importante est la manière dont Descartes propose diverses lignes directrices qui peuvent être reliées à la moralité ou la manière dont nous devrions agir. Bien qu'il ait fondé ses préceptes sur la science ou la recherche, pour une personne ordinaire, cela peut être interprété comme une série de conseils ou de règles à garder à l'esprit pour faire face à un moment de doute ou la vie elle-même en général. Les premières est suivre les conventions sociales, les deuxièmes être fermé au moment de prendre une décision,
Le troisième, adapter ses désirs à la réalité et aussi choisir avec soin la meilleure activité pour sa vie. On peut dire que ce sont des idées pour maintenir le bien-être en soi-même. En revanche, les discours de Rousseau sur l'origine de l'inégalité présentent une approche différente. Il se concentre sur l'évolution de l'homme et la façon dont il agit en relation avec la nature. Il pose la réponse à une question: d'où vient l'inégalité entre les hommes? Dans un premier temps, l'homme se développe comme une espèce dans laquelle nous pouvons observer un certain équilibre basé sur un état naturel et que l'on peut qualifier de primitif. Mais avec le passage de multiples époques et l'évolution de l'espèce, différents aspects entrent en jeu qui font de l'espèce humaine quelque chose de plus complexe, avec beaucoup plus de variables à prendre en compte pour son développement. Rousseau indique que les fondements de l'histoire humaine résident dans la capacité de l'homme à évoluer et à se réinventer. Avec l'idée de sans évolution, il n'y a pas d'histoire, et que grâce à cette capacité d'évolution, l'espèce humaine agit et se développe aujourd'hui comme un tout au sein de la société. Nous avons une famille, des amis, des collègues de travail et l'interconnexion est évidente de la naissance à la mort. Avec l'évolution, nous changeons en tant qu'espèce. Aujourd'hui, nous considérons un nombre infini de variables dans chaque situation que nous traversons dans notre vie quotidienne. Rousseau mentionne l'effondrement de l'état naturel et sauvage qui est devenu un état social. L'idée de l'amour de soi découle de l'importance du regard et les autres portant sur nous. Ceci est interprété comme un aspect réglementaire que nous acquérons lorsque nous vivons en société. Ce sont des idées très importantes. Maintenant, parler de Kant et de sa critique de la raison pure est un peu plus compliqué. Il soulève des idées très profondes sur la pensée humaine et la façon dont nous construisons la réalité sur la base de ce que nous savons. Avant la publication de ce livre, la perception de la connaissance humaine était totalement différente. Fondamentalement, Kant accorde l'importance à la pensée de chacun et au fait que nous nous appuyons sur ce que nous savons pour élaborer ou construire la réalité. Cela peut être lié à l'idée que la réalité de chacun est différente, en raison du fait que chacun a des pensées et des expériences différentes. Dans l'ouvrage, il est question de l'utilisation de l'esprit pour l'élaboration de la connaissance. En termes simples, nous utilisons les informations que nous recueillons autour de nous, notre esprit lettré, et nous en tirons quelque chose. En outre, Kant établit les limites pour aller au-delà de l'expérience humaine, bien que nous ayons la capacité d'inquiéter et de découvrir. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore ou que nous n'expérimentons pas. Ce sont des idées denses, mais on peut en extraire quelque chose. Et vous, José, que pouvez-vous nous dire sur la République et les Banquets de Platon, ainsi que sur les politiques d'Aristote? Bonjour à tous. La République de Platon est un livre qui est très connu entre les philosophies qui parlent de la vie collective. À mon avis, cette œuvre indique bonne idée en relation avec notre société actuellement. Pourquoi? Parce que l'idée ou pensée de former partie d'une communauté qui vit dans certains principes qui aident
à créer une meilleure interaction et relation entre les personnes, et les choses que les différentes collectivités sur le monde, petites ou grandes, nécessitaient par éviter combat par choses qui sont stupides. L'harmonie, qui est la relation de paix et de compréhension dans une cité discutée dans les livres, nous parle de comme le meilleur et que chacun fait le travail pour lequel il est plus approprié. De cette manière, et conserver la concordance et l'état naturel de la vie collective. Un des aspects qui est un peu difficile d'évaluer est la capacité individuelle de chaque personne. Puisqu'un homme d'avoir un profil plus apte par un travail en particulier ne signifie pas nécessairement qu'il est impropre à toute autre fonction. Ce thème laisse un peu de côté ce que l'homme peut devenir. Maintenant, le banquet de Platon part sur l'amour et comme ça se connecte avec les personnes. Platon explique pourquoi l'amour n'a pas de relation uniquement avec le corps, c'est-à-dire que le processus a une connexion avec le plan spirituel. Cette idée est très importante parce que, contrairement à ce que nous pensons, avec les émotions que nous sentons quand une situation avec autre personne stimule notre attention, notre réceptivité, en réalité, en plus de les processus biologiques, comme les sécrétions de dopamine et l'esprit, qui est en lien direct avec l'esprit de l'autre. Appliqué à notre culture actuelle, cela peut signifier la modification de notre mentalité en ce qui concerne à nos relations amoureuses. Aujourd'hui, avec tant de technologies, est complexe la compréhension de l'origine des choses qui ne sont pas vues. Donc, l'amour vu comme une manière d'interaction avec notre moi intérieur est fascinante et nous donne l'opportunité de reconnaître les patrons qui ont influencé notre vie amoureuse. Les politiques d'Aristote. Ce livre soutient deux idées principales. Le premier est que l'homme est un animal politique. Cela signifie qu'il y a des raisons derrière notre utilisation de l'homme et le pouvoir de le gérer. Il existe une supériorité dans les hommes en comparaison avec les autres animaux. Les hommes ont la possibilité d'organiser leur vie comme une société et ce processus est le résultat de la création des cités. La vie collective est un état naturel des personnes selon Aristote. Je pense que cela représente un paradoxe, parce que l'homme a un instinct de survie et ce qui lui confère une nature individualiste. Donc, c'est peut-être signifie la manière comme nous devrons penser sur la vie en société. La deuxième idée qu'Aristote explique est la naturelle infériorité de quelques hommes en relation avec d'autres. Et comme ça signifie que l'esclavage est une situation naturelle aussi. Donc, les hommes inférieurs doivent travailler pour les supérieurs. Cette idée est très compliquée. À mon avis, cela a une relation avec l'idée sur le premier livre dont j'ai parlé, sur comment certains hommes devraient faire le travail qui leur correspond par nature. Mais comment les hommes peuvent-ils savoir de qu'ils sont capables à travers la perception des autres? Je pense que chaque homme a la possibilité de changer sa mentalité et être plus de qui il est aujourd'hui. La deuxième idée est comme dire qu'un étudiant ne peut enseigner rien à un professeur parce qu'il est étudiant.